Depuis une quinzaine d'années, des progrès considérables ont été réalisés dans les métiers du bâtiment en matière de prévention et de sécurité. Mais malgré ces efforts, le nombre d'accidents du travail reste encore élevé. Sans doute est-il toujours possible de renforcer les règles et les consignes de sécurité, d'améliorer leur contrôle et de développer la formation. Mais peut-être est-il aussi nécessaire de s'interroger sur le rapport subjectif que les compagnons entretiennent avec le risque, l'accident, la peur ou l'habitude. Car toutes ces considérations personnelles interviennent directement dans la manière dont chaque ouvrier met en jeu sa propre sécurité pour résoudre les difficultés ou les contraintes qu'il rencontre dans son travail. Loin de toute volonté de démonstration ou de représentativité, nous vous invitons ici à un voyage empreint de toute la subjectivité des compagnons pour tenter de mieux cerner comment se parlent et se vivent quotidiennement sur le chantier le risque et la sécurité. Mais tout d'abord, est-ce que les compagnons ont réellement l'impression d'exercer un métier dangereux? Oui, oui, c'est dangereux. Je crois bien que c'est le plus dangereux, c'est le bâtiment. Il y a quand même du risque, hein. À tout moment, on a un risque, hein. Ça, il faut en être bien conscient que ne serait-ce qu'une palette, par exemple, une palette qui monte, ne pas rester dessous parce que le choc, la palette peut s'éventrer comme l'autre jour et puis ça peut tomber dessus, quoi. Je ne peux pas dire que ce n'est pas un métier dangereux. C'est sûr que c'est un métier dangereux. C'est sûr qu'il y a peut-être plus d'accidents de travail, puisqu'il y a, toujours plus de risques dans les autres. Enfin, sinon, vous faites, je sais pas, vous prenez un pilote de F1, il sait que chaque virage peut se casser la gueule. Donc il n'y a pas plus de risques chez nous que chez eux. Oui, il n'y a pas plus de morts dans le bâtiment que dans une profession. Non. Non, moi je crois pas. Vous pouvez pas dans votre voiture, demain vous avez un accident, vous êtes mort. Hein. Si ça continue, on aurait peut-être plus de danger en voiture que sur un chantier. On aura beau faire le tour, je crois que on peut essayer de limiter, ça sera toujours ça, mais ça restera toujours un métier pour moi, enfin à mon avis, ça sera toujours un métier dangereux. Même si dans leur majorité, les compagnons considèrent que le bâtiment est un métier dangereux, tous n'en sont pas convaincus. Nous avons donc voulu savoir si, depuis le début de leur carrière, ils avaient déjà été victimes d'un accident grave. Oui, Agnès, je suis tombé au 4e étage. Oui. Comment ça s'est passé? Parce qu'on a monté par l'échelle. Et je ne sais pas comment mettre le pied, la dernière marche. J'ai tombé. Il est cassé le bastin le premier. Après, j'ai tombé l'autre page, il est cassé. L'autre page, il est cassé jusqu'au dernier étage. Mais pas mort. Et c'était grave? Oh, pas grave, mais. Et vous êtes resté arrêté combien de temps? 6 mois, je crois. 6 mois, 7 mois. Hein. J'étais en train de lisser un balcon, puis on était descendu dessus. Et alors, qu'est-ce que ça vous a fait? 2 coups de cassé. 2 coups de cassé. Vous êtes resté arrêté combien de temps? 4 jours. J'ai signé une décharge à tous les cours. Non, mais toute l'équipe, on partait à Mâcon après, puis je partais avec eux, j'ai signé une décharge pour reprendre le boulot. Déjà 2 doigts coupés, avec les aides circulaires. C'est pour ça que maintenant on n'en a plus sur le chantier. C'est pas quand on coupe un bout de plan, c'est quand on fait des coins. Ben, c'est là tous les coups, ça. Tout le temps. Et moi, pousser avec un bout de bois, puis toujours pareil. On va aller jusqu'au bout du bout de bois pour faire des coins, puis il faudrait pas. C'était un mur en pot, puis tu sais, il y a c'est coffré, il y a des bastins qui étaient cloués le long, puis il y en avait un qui n'était pas cloué. Je suis monté dessus, je suis descendu avec. Il y avait 2 clous qui ne tenaient pas. J'ai mis le pied dessus, je suis descendu avec, puis je suis tombé sur une barre. Pareil, 2 coups de cassé. Ah ben non, c'est pas bien grave ça, un doigt. Non, bon, bricole ça. Je suis resté 4 jours arrêté, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que c'est un accident grave pour vous? Un accident grave, c'est, je sais pas, qu'il y en a un qui se tue, un truc comme ça, ou autrement. Des bricoles, accident bricole, c'est une bricole, c'est on se casse une poignée, on se casse une jambe. Là, quand c'est grave, c'est quand la colonne, quand on se casse les reins, quand on se... Là, oui, c'est grave, là. On n'a pas beaucoup d'accidents graves, non. On n'a jamais eu d'accident grave.
Donc le pire, le plus, c'est celui-là qui avait tombé en poussant un petit panneau, comme je vous avais dit, là. Il a buté la tête derrière, il avait un petit traumatisme qui a duré un mois et demi. Ça n'a pas été, on ne peut pas appeler ça un accident grave. À l'écoute de ces témoignages, nous avons été surpris de constater que les compagnons ont tendance à relativiser la gravité des accidents qu'ils subissent. Un peu comme s'ils voulaient en banaliser les conséquences. Logiquement, c'est la gravité de l'accident que l'on peut subir dans une action qui détermine l'évaluation des risques encourus. Et par conséquent, les mesures de sécurité qu'il faut prendre pour s'en prémunir. Alors, quelles sont ici les conséquences de cette dépréciation de la gravité des accidents sur les risques pris par les ouvriers? Pour répondre, encore faut-il savoir si les compagnons ont réellement l'impression de prendre des risques pour réaliser certaines tâches. C'est obligé, je prends le risque pour monter le garde-corps. Ça se fait pas tout seul. Pour monter le garde-corps, c'est des risques de toute façon. Alors c'est obligé ça. On prendra des risques sur une hauteur de 2,50 m. Maintenant, il prendra un risque sur la façade ici. Non, là, c'est pas question. Prendre un risque, bon, je vous dis, le gars il va mettre un pied sur une échelle, un pied sur le panneau. Pour moi, c'est pas un grand risque. Des risques, il n'y a personne qui prend des risques. Il n'y a personne qui s'oblige pour prendre des risques. Si quelqu'un qui prend des risques, c'est lui qui prend son risque. Le chef chantier ne oblige pas, et un conducteur de travaux ne oblige pas pour prendre des risques. C'est toi qui es responsable. Tu fais mal fait le boulot, tu tombes dans un piège. Non, on essaie de ne pas prendre de risques quand même. Parce que c'est trop dangereux. Jamais. On ne prend jamais de risques. Pour vous, il n'y a pas de travaux qui sont plus risqués que d'autres? Pourtant, la réalité des situations de travail observées sur le chantier démentait ces propos rassurants. Alors, parlions-nous le même langage? Avions-nous la même définition du risque? S'agit-il du risque de la blessure physique et de la mort tel que peut l'appréhender un observateur extérieur? Ou bien les compagnons nous parlent-ils d'autre chose? D'une représentation personnelle du risque, où entrent en jeu leur savoir-faire professionnel et leur expérience du métier. Pour en savoir davantage, il fallait maintenant confronter les opérateurs à des situations concrètes de prise de risque que nous avions déjà filmées. Moi, je sais pas, je vous ai vu quand vous étiez en train de construire les tours, là, vous êtes en équilibre. Non, ça, c'est pas de risque, ça. Non, il n'y a pas d'équilibre, ça. C'est pas de risque, ça. C'est pas un boulot dangereux, ça. Ça, c'est pour nous, c'est comme rien du tout, ça. La tour, je sais qu'elle est solide, c'est moi qui l'ai montée. Il n'y a pas plus de risque que d'être en bas. Vous êtes en bas, il y a plein de bouts de fer qui traînent, vous risquez de vous faire dans le pied, il y a plus de risque en bas. Là, il n'y a pas de risque. C'est pas parce que vous êtes haut qu'il y a du risque. C'est des professionnels pour découvrir ça. C'est d'ouvriers qualifiés. C'est pas des manœuvres. C'est pas des manœuvres. Non, c'est pas des manœuvres. Et vous pensez que l'ouvrier qualifié, il ne peut pas tomber? Ah non, je ne crois pas. Là c'était garanti, il ne tombe pas, lui. Parce qu'il sait travailler, comment il équilibrer, comment il prend le matériel, comment il met du matériel, tout ça, il ne tombe pas. Quand vous démontez la tour, vous êtes obligé d'enlever les garde-corps. Donc là, il n'y a plus de protection. Non. Mais aucun risque. Hein. Il n'y a aucun risque. On n'a pas le droit de boire sur le chantier, on tient debout. Hein. Enfin, le gars qui pose des protections, il est attaché. Voilà. Sur l'extérieur, il est attaché. Là, il y a un risque, bien sûr. Il y a toujours, quand on remet la protection, il y a toujours un risque. À mon avis, il n'y a que ce moyen de l'attacher pour que ce soit quelque chose de valable. Quand on monte sur les toits, des trucs comme ça, on est obligé de l'amour. Hein. Mais là, par exemple, pour démonter les garde-corps de la tour... On n'est pas obligé de le mettre, de toute façon. Hein. Ça sert pas à grand-chose. C'est pour la frime. Pourquoi? Bah, vous avez vu qu'il a mis le harnais. Il ne l'avait pas, puis il était aussi en sécurité avant qu'après. Si je dois être à 10 cm, je serai à 10 cm du bord, je ne serai pas plus loin. J'ai le harnais ou pas, c'est tout. Je ne pouvais pas tellement tomber. Là. Je me tenais à la benne, si je tombais, je l'aurais rattrapé.
c'était pas tellement dangereux. Qu'est-ce que vous considérez comme dangereux dans la vie, vous? Moi, j'aime bien être danger. Ça m'intéresse, ça m'attire. C'est plus fort que moi. J'aime bien, ça fait une sensation. Moi, c'est pas du quotidien, c'est pas de l'habituel, ça change d'ordinaire. Même si tous les compagnons ne partagent pas ce goût du risque, force est de constater qu'ils se retrouvent souvent dans des situations d'équilibre instable, notamment lors du coulage de certaines parties architecturales du bâtiment. Marcher sur les têtes du coffrage du linteau, là, par exemple, oui. ça vous paraît... Tout à fait normal. Et vous faites une économie de fatigue, hein? Ah bah oui. Alors, il faut faire comment alors? Il faut monter un échafaudage. Si on commence à aller chercher des tréteaux, mettre des tréteaux, je pense qu'ici on aura plus de fatigue que là. Oui. Oui. Mettre les tréteaux, mettre les bastons. Voilà. Parce que là c'est de la fatigue parce que c'est de la fatigue supplémentaire. Après, il faut pouvoir enlever. Non, je dis qu'à 2,50 m à hauteur d'étage, je dis qu'il faut arrêter avec ça. Fin. Si on ne peut plus travailler, s'il faut monter un échafaudage de deux côtés pour faire un taux de 10 minutes, eh bien, là, je vous dis, il ne faut plus travailler. Il faut plus travailler. Non, et ces risques-là, ils se prennent dans tous les chantiers. Je vous garantis, tous les chantiers. Parce que le jour qu'on ne pourra plus prendre un risque comme ça dans le bâtiment, il faut fermer les portes et puis faire des maisons autrement. De la sous-évaluation du risque et du danger à sa négation pure et simple, il n'y a souvent qu'un pas à franchir. Pour cela, il suffit de ne pas voir la réalité de certaines situations de travail, ou bien encore de les oublier. J'ai des guides comme ça. On est sur un Il n'y a pas chantier. de ferraille. Il y avait de la ferraille entre les jambes. Il y a La ferraille entre les jambes. Ah moi je l'ai pas. Ah bon, on peut montrer la scène, hein. C'est très net. C'est normal. Les attentes au milieu de mur, obligé lui, on tient les manches de deux mains, lui il tient d'un côté, moi de l'autre, obligé. La ferraille attend deux jambes, obligatoire ça. Il ne peut pas scier la ferraille là, il ne peut pas couper la ferraille. C'est obligé. La branche, elle était pendue à la grue, là. Ah non. Et vous êtes Non, passé non, en dessous. ça chez nous, ça n'existe pas ça. Ça n'existe Ça pas. n'existe pas chez nous ça. Non, non, ça n'existe pas ça. Non, non. Là, chez nous, ça n'existe pas ça. Vous passez jamais sous une Jamais, branche. jamais, jamais. De ma vie, hein. Jamais j'ai passé sur une branche. Ça fait 30 ans que je fais de maçonnerie, jamais j'ai passé sur une branche. Tu pas sur la branche pour taper la branche. La branche pour sortir le béton de la machine de l'arrière de l'arrêt de la branche. Parce que le béton il se colle dessous. Parce que le béton, la branche, il y a un rail au milieu, vide. Le béton, ça colle, ça rate dans le rail. Mais le polystyrène en dessous. Ah, tu mettras pas de policier, ça tient pas. Il tient pas, non, il tient pas. Il tient C'est pas. pour nettoyer la branche. Pour nettoyer la branche. Voilà. À l'emplacement des roulettes. C'est à l'emplacement des roulettes, ça? Le gars, quand il déroulait sur des bancs, c'est tout le temps plein de béton, c'est obligé que ça soit tout le temps. S'ils les ont pas mis, c'est pour ça. Hein. C'est que c'est tout le temps grippé et que ça ne marche pas. C'est comme quand sur les nôtres, vous regarderez, on a des vis, des petits vérins qui sont en bas pour coller, pour mettre de niveau. Au bout de 2 jours de travail, il y avait déjà plus ils étaient déjà grippés. On n'a pas fait voir ça des professionnels. On a sorti ça, on a dit, messieurs, ça va aller. On commercialise à fond, on achète, ça arrive sur les chantiers, et mange de pas, il y a le petit truc, comme il disait, qu'il faut se mettre dessous, qu'il faut... J'ai dit qu'avant d'arriver sur le chantier, avant de commercialiser, avec les inspecteurs du travail, avec les chefs d'entreprise, avec les compagnons, il faut travailler ensemble et sortir quelque chose qui marche. Voilà. Qui soit étudié, fini d'étudier.
alors vous, ça ne vous gêne pas de travailler comme ça, là, d'enjamber comme ça, le vide Non, enjamber le vide, ils n'ont pas enjambé le vide. Ben, ils n'ont pas, peut-être, mais ça se fait. Ah ben ça, je ne veux pas vous dire que ça se fait pas parce que je vous dirai un mensonge. Si on n'y passe, c'est qu'il n'y a pas de Parce risque. que vous voyez un trou, Ouais. il vous semble qu'il y avait un risque. Ouais. On a deux mains, il y en a une qui prend d'un côté, il y en a une qui prend de l'autre de la branche. Il n'y a pas de risque. Ouais. Il n'y a pas de risque. Non, c'est un risque qu'il contrôle lui-même. Ça, il a tout à fait raison. Quand il dit qu'il n'y a pas de risque, il y a toujours un risque. Je lui dis, il y a toujours un risque. Même, mais c'est vrai qu'on s'approche des deux mains, un gars, il sent sûr de lui. Parce que nous, il y a des risques, mais ils sont calculés. Et il y en a qui ont largement plus de risques que nous. Quand on commence un boulot, on sait si c'est dangereux ou pas dangereux. Quelqu'un qui est passé 15 ans ou 20 ans dans le bâtiment, il sait qu'est-ce que ça veut dire le bâtiment, il sait il est dangereux, il n'est pas dangereux. C'est pas la peine d'attendre la conseil du chef. Bon, on le sait, c'est intuitif, ça, on le sait. Si on est au bord, là, on va pas discuter ou jouer à la belote au bord, là, sans regarder ce qu'on fait. Hein. On le sait, on n'a pas la tête en l'air. C'est vrai que le danger, bon ben, tu le sens, on le sent. C'est vrai qu'un gars habitué, il sent beaucoup plus le danger. Vous voyez bien, même sur les photos que vous prenez, vous allez voir. Il y a des gars, ils vont te pied sur une échelle, mais ils savent, ils se tiennent. Il y a une façon, tiens. Une façon de ne pas tomber. Même confrontés à des situations jugées dangereuses, les compagnons, parce qu'ils ont confiance dans leur savoir-faire et leurs compétences professionnelles, sont convaincus qu'ils ne prennent aucun risque. Mais cette conviction est-elle partagée par leur entourage ? Qu'est-ce que tu as déclaré? Vous êtes inquiète de son travail, alors? Oui, j'ai tout le temps peur que la grue... Vous avez tout le temps peur que la grue se casse? Comment ça se passe pour vous, alors? Pareil, tous les matins, je dis de faire attention. Tous les matins? Ah ouais. Ah bah tous les matins, je prends ça avant que je parte. J'entends les pompiers, je suis à la clinique, j'entends les pompiers, je dis c'est au chantier. Ah oui. Je vis avec la crainte. Ah oui. Et ça fait 30 ans que mon mari travaille dans le bâtiment. Mais je pense pas qu'à mon mari, hein. Je pense à un gars du chantier. Ouais. Soyez quand même conscient quand vous montez sur un petit machin comme ça. Soyez conscient que vous êtes dans le vide. Vous avez quand même un risque qui est permanent. Il semblait de plus en plus évident qu'un observateur extérieur n'a pas du tout la même conception du risque qu'un compagnon qui travaille sur le chantier. Il nous a donc paru nécessaire de savoir quelle est selon eux la principale cause de risque et d'accident et la meilleure manière de s'en prémunir. Le risque le plus important, c'est être sur ce que je disais tout à l'heure, être sur les charges des grues, quand c'est surtout une grue qui s'est pourrie, la grue. Alors, faut pas avoir confiance, faut pas rester sur la charge, faut pas... C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas rester au bord des murs quand il n'y a pas de garde-corps, il ne faut pas... Sur les échafaudages séparés. Ben, la cause, vous savez, c'est toujours ce que je dis, moi, c'est surtout accrocher les charges, surtout ça, toujours convenablement, apprendre, disons. Que les gars, ils savent accrocher tout ce qu'on accroche. En principe, tout ce qui est lourd, tout ce qui est dangereux, c'est moi qui accroche. Et tout ce qui est panneau, tout ce qui est... Bon, ben, les gens, ils pensent qu'ils ont une formation suffisamment, ceux qui travaillent avec moi, pour savoir, certains, où il faut accrocher. Moi, je dis que c'est la chute. C'est ce qu'il y a de plus dangereux. Puis nous, sans arrêt, on travaille à côté du vide. Donc, ce qu'on a le plus de chance, c'est de tomber. À votre avis, quelle est la principale cause d'accident sur un chantier ? L'inconscience. Bah, l'inattention, je crois. À votre avis, quelle est la règle la plus importante sur un chantier pour ne pas avoir d'accident ? Faire attention à ce qu'on fait. C'est la meilleure règle. Mais c'est déjà les gars qui sont au-dessus de vous déjà, que vous passez. Ça, moi, je regarde toujours avant de traverser, je regarde toujours un peu en l'air. C'est jamais les gars font pas attention, ça tombe quelque chose.
il y a des tas de choses. Faire gaffe que la branche soit bien calée pour pas que ça bascule. Ou... Moi je dis que ça il faut y faire attention parce que quand la branche vous tombe dessus, ben, c'est fini. Hein. C'est trop tard de dire bon bah si on avait su on aurait fait comme ça. Hein. Faut que tu contrôles tout ça le bâtiment. Si tu ne contrôles pas, ça va mal. Il faut regarder où c'est que tu mets tes pieds, où c'est que tu passes ta tête, partout. Faut regarder partout, c'est tout. Faut avoir les yeux partout, faut pas dormir sur le chantier. Faut pas dormir. Non, faut pas dormir, je l'ai déjà dit, faut pas dormir. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas des moments où cette vigilance se relâche et où ils oublient de faire attention? Ben, de toute façon, ça arrive pour tout le monde, ça. Ben, même vous-même, hein, vous marchez, puis je sais pas, qu'est-ce que vous pensez, essayez de vous accrocher par un enfer ou quelque chose. Hein. Ça arrive, ça. Moi, le matin, je fais pas tellement attention parce que je suis pas encore réveillé. Puis le soir, on fait un peu moins d'attention parce qu'on pense que c'est bientôt 6h moins le quart, alors on fait plus tellement attention. On est en train de penser à une chose, puis on fait pas attention, quoi. On va en faire un boulot là-bas, puis après, je dis, merde, je peux penser à ça. Ça, de toute façon, c'est normal, hein, on peut pas penser à tout. Hein. Il faut qu'on pense à tout, on n'en finit plus. Comment ça se fait qu'à ce moment-là, vous faites plus attention? Ah ben, parce que c'est la course, il faut aller. Alors, on n'est pas si vite que ça, un bâtiment mettait 1 an et demi. Et maintenant, c'est la course. Alors. On oublie. Mais il y a le chef pour nous rappeler. Comme hier. Hier, c'est lui qui vous a dit de le mettre. Oui. Il dit de faire attention, je pense pas qu'ils oublient, mais enfin. Je dis, c'est sûr qu'en étant trop sûr de soi, des fois, il peut arriver à avoir un accident aussi. Et vous pensez que c'est de la malchance ou c'est parce que les gens, ils ont trop l'habitude de faire un travail, ils font plus ça attention? peut être par habitude aussi, ça c'est sûr. Hein. Notamment les gars qui se coupent les doigts sous les circulaires. Ça peut être un débutant, hein. Un gars qui n'a jamais touché une circulaire, si c'est pas ce que c'est. Et ça peut être un gars qui est très très habitué. Parce qu'il le fait par habitude. Il arrive un moment, il ne fait pas attention, il se coupera la main. Parce que ça devient une habitude. Ils ont l'habitude, ils font ça, ils réfléchissent plus. Et c'est là qu'il y a les accidents. Là, je suis pas d'accord. C'est pas vrai. Moi, je dis qu'un jeune qui arrive dans le bâtiment, il a plus de risques qu'un autre. Non, parce qu'il fait plus attention. Parce qu'il ne faut pas faire attention qu'à soi. C'est pour ça que c'est une tension nerveuse qui est permanente sur un chantier. C'est vrai que quand il rentre, il a... Parlez-nous voir des calculatrices qui s'est volé. Eh oui. Ouais. Enfin, ça doit pas être si mauvais que ça fait 28 ans que je suis pas. Hein? Oh non. Pour les compagnons, la plus grande cause d'accident sur un chantier, c'est de ne pas faire attention, d'avoir la tête en l'air. C'est l'inconscience, nous ont même dit certains. Or, justement, qu'est-ce que l'inconscience, si ce n'est l'absence de représentation des risques que l'on prend pour réaliser une action? Autrement dit, ne pas avoir peur du danger au moment d'agir. Alors, puisque jour après jour, l'observation des situations de chantier montrait que les compagnons prenaient des risques, même s'ils nous affirmaient le contraire, une question s'imposait. Avaient-ils déjà eu peur? Quand j'ai commencé au chantier, oui. Quand je monte sur l'échafaudage de ça, ben, j'ai tremblé. Il bougeait l'échafaudage? Il ne bouge pas, mais il est bien caché, mais quand même j'ai peur. Quand j'ai regardé par terre comme ça me fait peur. Non, pas vraiment. J'ai vraiment pas eu peur, non. Si, par moments, quand je monte sur un échafaudage, je me sens pas trop sûr. J'ai un peu le vertige, quoi, déjà. Parce que avant, je travaillais en charpente, et puis bon, ben, depuis ce temps-là, j'ai pris le vertige, et puis ça a été fini, quoi. Puis quand je monte sur un échafaudage, ben, je suis pas rassuré. Et alors donc, comment vous faites dans ces cas-là? Eh ben, je m'agrippe au maximum, et puis j'essaye de faire attention, quoi, de ne pas jouer trop le costaud, quoi, parce que vu que ça brandouille déjà un peu, bon, ben, rien que ça me fait l'impression d'avoir déjà quelque chose, quoi. Alors c'est pour ça que j'essaye de prendre au maximum mes précautions, quoi. Moi, j'ai déjà eu peur, oui. Ça arrive. Hein. Dans quelle situation? Quand j'ai commencé à contourner une grue.
Parce que ça... Ça fait du malin. C'est pas une question d'avoir peur, c'est une question d'habitude. La première fois que vous êtes monté en haut d'une grue, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, je suis redescendu tout de suite. Ça fait déjà peur. Puis quand ça bouge en plus. Enfin, maintenant, ça ne fait plus rien. Quand vous avez pas l'habitude. Hein. Moi, le premier chantier que j'ai fait, en sortant de l'école, j'étais au 9e étage. Ça m'a quand même fait un peu bizarre. C'est-à-dire qu'à 3 mètres du bord, je ne pouvais plus aller. Surtout qu'il n'y avait aucune protection. C'était en 59. Au bout de 3 mois, j'étais comme les autres, on cassait la croûte sur la main courante qui était au bord. Pour ça, je dis, c'est quand même... On peut avoir le vertige, et encore que vraiment le vertige, si ça ne se passe pas, là, c'est plus grave. Mais je pense que ça se passe. Si, bien sûr, la peur passe avec l'habitude, il est frappant de constater à quel point, pour les compagnons, elle se confond avec le vertige. Mais surtout, comment elle est génératrice de danger sur le chantier. Bon, ben, quand on monte sur un échafaudage à une certaine hauteur, ça m'arrive d'avoir peur, mais je monte quand même. Comme hier, j'ai aidé mon collègue Jean Tournier à mettre son coffrage. Bon, ben, j'ai dit j'ai peur, mais j'y vais quand même. Mais j'ai quand même pris mes précautions. On n'a jamais fait. Voilà. Ça, jamais fait un truc comme ça. Le jour que tu as peur d'en avoir, même sur un échafaudage, il ne faut surtout pas insister. Surtout pas insister. Bon ben, quand tu as peur, moi je le mets déjà vertige déjà, je le mets jamais sur le bord. Parce que il tombe tout de suite, le gars, hein, s'il a peur. Si le gars il se rapporte après l'échafaudage, puis qu'il faut qu'il vous tienne un madrier, il va tout laisser tomber. Hein. Mais le gars qui peut être dessous, il prend tout sur la tête. Hein. Donc vous faites plus confiance à quelqu'un qui n'a pas peur? Ah oui, ça oui, c'est sûr, oui. Ouais, un gars qui a peur, par exemple, il va monter son échelle, et je lui dis, tiens, tu me tiens ça, tu tiens un bout de bois, là, et il peut pas, il a peur, il est là, il trempe sur l'échelle, et il se casse la gueule avec l'échelle, et puis avec le bout de bois. C'est ça, ouais. Vous voudriez travailler avec quelqu'un qui a peur? Vous ne montriez pas 2 fois. Pourquoi? Hein? Bah, je sais pas. Si vous savez pas ce que l'autre à côté va faire, s'il a des jetons et tout, c'est pas la peine qu'il monte. Hein. Un gars qui a le vertige, on ne fait pas monter de toute façon. Un gars qui a peur de monter, personne ne l'oblige. Hein. Il a peur de monter, il a peur. Hein. En effet, parfois cette peur est incontournable, notamment pour ceux qui ont été victimes d'un accident grave. Bien sûr, j'ai peur. Parce que j'ai peur, parce que j'ai fait un accident, c'est ça que j'ai peur. Oui. Vous avez peur d'avoir un autre accident? Ah oui, bien sûr. Surtout l'accident du 4e étage. Hein. Ah, oui. Mais la peur peut aussi se manifester sous une forme inattendue, surtout lorsqu'on est responsable de la sécurité des autres. Ça vous arrive de repenser ou de rêver à votre travail quand vous êtes chez vous? Assez souvent. Hein. Et dans les trucs difficiles, en principe, je les trouve toujours la nuit. Souvent, qu'on voit un gars tomber, ça arrive. Ah vous oui? faites un bond de 2 mètres dans le lit, ça m'arrive souvent. Ah oui? C'est peut-être pas la peur du danger, mais peut-être la peur que ça arrive. Ça, c'est vrai que ça, des fois que ça vous réveille. Synonyme de vertige et de danger, la peur est aussi vécue par certains compagnons comme un sentiment provoquant une impossibilité pure et simple de travailler dans le bâtiment. Il faut alors la dépasser et oublier le risque de l'accident. Non, dans le travail, moi, je ne me pas. Non. Dans le boulot, j'ai 27 ans au bâtiment, je ne me pas de travail. Parce que si tu es pour dans le boulot, tu n'arrives pas à le faire. Il faut te faire le courage pour faire ces boulots. Si j'avais peur de travailler, j'arrêterais. C'est pas la peine de venir là. Vous avez peur quand vous sortez le matin de chez vous? Il y a de la circulation là-bas. On pense pas avoir un accident. Il faut qu'on dise, tiens, on va se casser la gueule. Là. On n'y pense pas à ça. Alors si on y pense à ça, on n'en finit plus. Faut pas y penser.
Si vous pensez pas, vous ne tombez pas. Si vous pensez que si vous faites ça, ça tombe, non, ça marche pas. Après, vous hésitez à monter, c'est pas la peine, il faut pas y aller. Il faut être franc, il faut dire, bon, ben, je tomberai pas, c'est tout. Non, mais ce que vous dites, c'est que si on pense qu'on risque de tomber... Vous allez tomber, ça c'est forcé. C'est pour ça qu'il faut pas penser ça. Donc, faut pas penser au danger. Voilà, il faut essayer de l'éviter. Depuis le début de notre enquête, à travers toutes les réponses des compagnons, ressortait un certain nombre de traits marquants qu'ils semblaient partager collectivement. Comme si le fait de sous-évaluer les risques encourus, de minimiser la gravité des accidents subis et surtout de ne pas penser que l'on peut tomber, étaient autant de convictions collectives qu'il fallait partager pour conjurer la peur et pouvoir travailler en toute sécurité. Est-ce que vous vous sentez en sécurité, vous, sur le chantier? Oui, je me sens bien. Partout? Oh, partout, je peux aller n'importe où. Je travaillerai pas autrement. Bien sûr, sinon je ne monterai pas. Et vous vous sentez en sécurité partout? Il y a des endroits où vous vous sentez plus en sécurité que d'autres? Non, c'est partout, là. C'est tout bien. Sécurité, mais partout, maintenant, c'est impeccable. Quel est l'endroit où vous vous sentez le plus en sécurité sur le chantier? Dans la cabane. Dans la cabane? Si vous voulez un endroit, c'est la cabane où on est plus en sécurité. On est en sécurité partout, là. Sur le chantier, un compagnon ne travaille jamais seul. Il s'inscrit toujours dans une équipe où se vivent des solidarités et des collaborations à travers lesquelles s'élabore la confiance. Alors, nous avons voulu savoir quel rôle joue ce travail d'équipe par rapport à la sécurité. Parce que c'est vrai que depuis le début du chantier, on retrouve souvent les mêmes équipes. Par exemple, un monsieur Froissart, un monsieur Méritois, vous travaillez souvent ensemble. C'est toujours comme ça? Et là, la première fois, on a commencé à travailler ensemble, on s'attendait bien dans le travail, et bien, je ne disais rien, et bien... Deux gars qui s'attendent bien, il faut tout le temps travailler ensemble. Là, c'est toujours la même équipe, en fait. Parce que s'ils sont ensemble, c'est qu'ils s'attendent bien. Et s'ils ne s'attendent pas, il faut les changer. Tôt ou tard, il y a une connerie de fait. Par exemple, du côté de sécurité, il y a un jour ou l'autre qui tombe parce qu'ils ne s'entendent pas, justement. Voilà. C'est ça, le truc. C'est ça. Si vous avez des gars qui ne s'entendent pas, ou qu'avec le chef ouvrier, ça ne passe pas non plus, ça peut pas aller. Pas possible. Et ça c'est important pour la sécurité Bien sûr que c'est important. Un gars qui travaille à l'aise, il travaillera plus en sécurité qu'un gars qui en a marre ou qui dit « moi je m'en fous ». Il me fait chier ou je m'en fous. Si par exemple je ne connais pas quelqu'un, je ne travaille pas avec lui. Hein. Non. Parce que même qui embauche par exemple, après je ne peux pas travailler tout de suite. Après, dans un moment après, 6 mois, 1 mois, regarder comment il travaille, comment il... Celui avec qui je travaille, bon, ça fait bientôt 3-4 mois que je travaille avec. On est en confiance, et si vous mettez avec un autre, bon, au départ, il faut savoir comment il travaille. Donc si c'est pas tout de suite, la confiance ne vient pas tout de suite. C'est une question de confiance, quoi, entre tous, quoi. Donc on sait avec qui on travaille, on peut y aller franchement, quoi. Donc on sait qu'on peut avoir confiance quand ils accrochent quelque chose, dans mon cas, dans mon gouvernement. Quand ils accrochent quelque chose, on peut y aller carrément. Comment ça s'organise une journée de travail? Quand est-ce qu'on va décider du travail qu'il y a à faire, évaluer les risques? Mais ça, c'est mon rôle à moi, c'est-à-dire que le matin, au démarrage du chantier, bon, on n'a pas que des gars à mettre, on n'a pas 14 gars à mettre à risque d'un seul coup. Mais c'est possible que le matin, j'ai 2 gars faire un boulot plus dangereux, que là, on s'explique. On en discute avant de commencer. Le travail difficile est toujours étudié avant de commencer. Avec des fois, c'est le compagnon qui trouve la solution et pas moi. Ça va rien. Là, il faut qu'on discute les deux ensemble, comment on fait pas. Peut-être lui intelligent plus que moi, peut-être moi intelligent plus que lui. Ça sera... On change l'idée. Et bien, on fait le boulot, ça. Il faut que le faire, ça.
Et quand on n'est pas sûr de soi, alors il y a certains matins peut-être qu'on n'est pas sûr de soi, justement au chantier, comment ça se passe? On se fait remplacer. On se fait remplacer, non mais ça c'est important, oui, expliquez-nous où ça arrive. Le gars qui n'est pas en forme, Ouais. mais il a ses collègues quand même. Si le gars est pensé, Ça peut arriver une fois de temps en temps quand Ça même. peut arriver. Si un jour vous êtes fatigué, mais un copain vous donne un coup de main, par exemple. Vous pouvez faire le contraire aussi. Vous pensez qu'une bonne ambiance, ça aide pour la sécurité? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on fait attention, puis on s'aide, quoi. On fait de la sécurité, c'est on oublie quelque chose, l'autre dit tiens, il faut que tu mettes ça, tu as oublié de mettre ça. Bien sûr. Il n'y a que comme ça qu'on avance, et puis il n'y a que comme ça que la sécurité se fait. C'est tout un ensemble qui joue, puis que comme ça qu'on arrivera peut-être à réduire pas mal d'erreurs. Et je dis qu'une bonne équipe, c'est au moins avoir la moitié de compagnons hautement qualifiés. Ce qui va peut-être plus être le cas d'ici peu de temps. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus la relève. Vous avez un bon compagnon qui part en retraite, il n'est pas remplacé. Tiens, regarde. Ah ben non. Regarde que celui qui est dans la boîte à conserve, là. Le grutier sur un chantier, c'est important? Très important, c'est primordial. Un bon grutier, c'est déjà 50% de moins d'accidents. Ça, c'est sûr. C'est facile à comprendre. Hein. Un grutier sur un chantier, c'est lui qui mène toute la baraque. Hein. Il doit voir comment c'est attaché. Si le gars il arrive avec la benne à le panneau, le gars, si c'est le grutier qui doit voir le gars, c'est pas lui le gars qui doit voir la grue. Déjà, ça devrait même pas être comme ça qu'on devrait faire, en logique sécurité. On devrait même pas pareil. Parce qu'il suffit que moi j'entends mal, de toute façon. Moi je peux entendre mal, parce qu'il y a des tas de bruit autour. Alors si jamais il faut descendre puis qu'il fallait monter, non, de toute façon une grue on la guide, mais par-ci, même si on voit le gars où on pose la pièce. Pour ça il y a des fois, je gueule parce que j'ai compris le contraire, alors que c'est le contraire qu'il fallait faire. Eh ben, il y aurait un accident à ce moment-là, ça serait pas moi qui serais en faute. Quand le gars, il y a des fois qu'il faut baisser, qu'il y a 2 cm trop haut ou trop bas et qu'il gueule. Qui gueule, c'est pas un problème. Et qu'il fasse un signe de monter ou de descendre, il parle. Moi je comprends pas. Si vous avez des gars qui guident comme ça aussi. Ouais. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui les font bien, parce que bon, ils ont l'habitude, c'est toujours pareil. Mais il y aurait une notion de ce côté-là, qu'il y aurait dans l'entreprise les signes pour guider la grue, ça serait déjà une bonne chose du point de vue sécurité. Ça serait déjà un pas vraiment fait. Parce que il y aurait beaucoup moins de bêtises de fait. Grâce aussi bien à leur savoir-faire qu'à la confiance suscitée par le travail d'équipe, les compagnons se sentent en fin de compte en sécurité sur le chantier. Alors, que pensent-ils réellement des consignes et des règles de sécurité qu'on leur impose? Et surtout, est-ce qu'ils les respectent toutes? Est-ce que vous respectez toutes les règles de sécurité qu'on vous donne? Obligatoire. Ça, c'est vous respectez obligatoire. Si tu ne respectes pas, le patron... Ouais, quand on peut, oui. Quand je peux les respecter, je respecte, mais autrement, quand je peux pas, quand on ne peut pas y faire, on est obligé de travailler comme ça. On ne peut pas mettre de garde-corps. Par exemple, vous voulez enlever une patte de serre-joint, par exemple dans le mur, vous ne pouvez pas la mettre, le garde-corps. Vous êtes obligé de prendre une échelle et aller le chercher. Qu'est-ce que vous pensez
des mesures de sécurité qu'on vous impose sur le chantier? Elles sont normales. On les applique pas à toutes, mais elles sont normales, quoi. Pourquoi vous les appliquez pas toutes? Parce qu'on n'a pas le temps. Si on prenait le temps, l'ordinateur, quand il sort notre fiche, il dirait vous avez dépassé le nombre d'heures qu'il y a alloué pour votre travail, puis c'est tout. Il y a une barrière qui nous emmerde, on l'enlève pour que ce soit plus pratique et plus rapide. Vous restez une journée avec nous, si vous regardez avec les règles de sécurité, on fait au moins 20 ou 30 infractions par jour, quoi. Il y a une passerelle d'un côté avec un garde-corps, et en bout, on voit qu'il n'y a pas de garde-corps. Et on voit un gars qui passe. Là, vous le voyez comment, vous, ça, alors? Ça, faut demander à vous. Oui, il faut demander à mon chef, quoi. Ça veut dire quoi, ça? Oui. Pourquoi vous dites? C'est le chef qui fait la sécurité sur le chantier. C'est le chef qui fait la sécurité sur le chantier, c'est pas l'ouvrier. Même l'ouvrier Vous êtes aussi. tous d'accord avec ça? Non, l'ouvrier aussi qui fait la sécurité pour vous-même. Tu fais ta sécurité toi-même, puis c'est tout. Mais il y a encore un truc là-dedans, c'est qu'on ne peut pas tellement prendre d'initiative. Ah, à cause de quoi? Directement, pas, parce qu'on doit poser la question au chef avant. C'est jamais le chef qui revise la sécurité. Ça, c'est pas juste. Il y avait une autre passerelle en bas pour mettre en retour. Ouais, ils n'ont pas pris le temps de la monter, parce qu'il fallait fermer le voile. C'est possible qu'on n'ait pas eu le temps de remonter l'autre pour pouvoir couler un fameux but pour pouvoir faire l'autre le lendemain. Parce qu'il y a quand même des phases dans le travail qu'il faut, qui sont impératives. Comme dans le pignon, je vois où c'est, bon, le pignon, il faut couler le mur aujourd'hui pour pouvoir mettre l'autre le lendemain compte. Si vous n'avez pas coulé celui-là aujourd'hui, le lendemain, vous perdez une journée. C'est ça. Et bon, il y a des impératifs que, il y a des fois, on ne peut pas se permettre de passer 2 heures après pour remettre un retour de marque. Bon, soit on protège, on bouche, hein. Mais de toute façon, il y a un passage d'accès à la bâche qui est protégé d'un côté. Parce que les gars, c'est vrai qu'ils arrivent à prendre des risques si on ne les freine pas un peu. On peut bien voir passer un gars sur un mur, qu'il n'a absolument rien à passer sur ce mur-là, mais il passera. Et ça, si je le vois, c'est sûr qu'il descend vite fait. Pour diminuer les risques pris par les compagnons, on multiplie les règles de sécurité et le matériel de protection. Mais ces règles et ce matériel sont-ils toujours adaptés et surtout, tiennent-ils suffisamment compte des multiples contraintes de travail auxquelles les compagnons doivent faire face? La sécurité, c'est très important, mais dans un autre sens, des fois, ça peut gêner pour celui qui travaille à cet endroit-là, quoi. Alors bon, c'est sûr qu'ils enjambent, moi je dis que c'est pas toujours bien non plus, mais enfin, c'est sûr que s'il y a un bout d'échafaudage qui passe et puis que à l'endroit où tu travailles, tu peux pas bouger, bon, à ce moment-là, tu l'enlèves, du moment que tu le remets après. Comme dit, les inspecteurs, c'est facile à dire, faire la sécurité, c'est bien, mais c'est même bien, mais il faut quand même... on peut plus travailler si on met tellement de sécurité. On n'a plus de place après. C'est vrai que si on voulait toujours travailler en sécurité, bon, ben, on ne pourrait plus travailler, il faudrait arrêter carrément. Vous l'avez bien vu notamment hier. Pour couler un linteau, si on monte un échafaudage de 2 côtés et puis tout, ça viendra impossible. Ou alors il faudra le payer cher, le béton. Non, mais si, il faut dire la vérité, il ne faut pas dire... Alors prenons par exemple le nouveau système de garde-corps dont on équipe les prédales qui sont posées sur les extérieurs. Et voyons ce qui se passe. Dans certains cas, pour ajuster la prédale, les compagnons sont encore obligés de passer derrière les garde-corps pour tordre les ferrailles qui dépassent du mur. Si dans la conception même de cette liaison architecturale, on ne tient pas compte du moyen de protection utilisé,
on peut légitimement s'interroger sur l'efficacité réelle de ces systèmes de sécurité. Si vous avez la sécurité qui passe, que vous ne les mettez pas, on vous allume. Hein. Bon, c'est leur but. Et donc vous les mettez pour eux, vous ne les mettez pas pour vous. Voilà, c'est pour eux qu'on les met. Il y a beaucoup de choses qu'on met pour eux, mais pas tellement pour nous. Hein. C'est que je dis qu'il faudra un jour penser vraiment de la sécurité, mais pas avoir peur d'un inspecteur de travail parce qu'il va vous foutre un PV. Si c'est un gars comme ça, si c'est un gendarme, il n'a pas lieu de venir. Hein? Ou il fout le PV depuis son bureau. Je dis qu'il faudra un jour faire de la protection avec ces gens-là, hein? Discuter avec les chefs de chantier, avec les chefs d'entreprise, avec les compagnons, hein? Et sortir quelque chose, une protection qui tienne la route, qui soit étudiée, qui soit essayée, hein? Et après qu'on la fasse, qu'on la produise. Mais qu'elle arrive sur le chantier discutée. Et ça, je vois arriver pas mal de trucs qui arrivent sur le chantier. À mon avis, ils n'ont jamais été étudiés à fond. Notamment les protections sur les pédales. À travers l'exemple des prédales, nous voyons bien qu'une protection, pour être efficace, doit combiner de multiples facteurs où interviennent aussi bien le mode de construction du bâtiment que la facilité d'utilisation ou bien encore la formation nécessaire pour qu'elle soit mise en œuvre au moment opportun. Faute de quoi, cette protection peut augmenter les risques pris par les compagnons pour réaliser leur travail. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les gens qui s'occupent de prévention et qui font les règles de sécurité? Qu'un jour on arrive à travailler vraiment ensemble, tous ensemble, du même côté, et là, à mon avis, on fera de la vraie sécurité. Mais pas de la sécurité comme on fait maintenant, avec peur d'un de l'autre, arriver à l'improviste, foutre un PV, pas discuter. Non. Trouver un matériel qui soit vraiment adapté, qu'on ne change pas tous les ans. Parce que c'est bien beau d'investir sur quelque chose, mais si on investit sur quelque chose, il faut quand même investir sur quelque chose de sérieux. Qu'on ne casse pas l'année d'après, ou qu'on mette... parce qu'à l'entrepôt, on en a de la protection. À l'entrepôt? À l'entrepôt, oui. Je dis que ça change trop souvent. Je leur dirais qu'ils viennent travailler avec nous, puis ils verraient peur. Ils verraient quoi? Ils verraient ce que c'est que la sécurité. Ce que c'est, puis ils en font peut-être un peu moins. Qui nous coûte cher, déjà. Oui? Oui. Vous pensez que ça coûte cher, la sécurité? Ah oui. Trop cher? Je sais pas les prix, mais... C'est-à-dire, vous pensez qu'on dépense trop d'argent en sécurité et qu'on pourrait mieux payer les ouvriers? Ben voilà. C'est ça que vous voulez dire? Ah, d'accord. Mais en même temps, cet argent qui est dépensé, c'est pour votre sécurité, je veux dire. C'est pas pour notre porte-monnaie, vous voyez. Vous pensez qu'il vaudrait mieux qu'il y ait moins de sécurité et être mieux payé? Voilà. Il y en a assez d'une de sécurité, il n'y a pas besoin de 50. Hein. Donner des conseils, c'est sûr que c'est important, mais ce qu'il faut aussi, c'est qu'on soit payé en conséquence. Que les ouvriers, qu'ils fassent le boulot, d'accord, c'est très bien, c'est normal, mais qu'on soit payé un peu plus, quoi. C'est ça que je veux dire. Sécurité, salaire et conditions de travail sont pour les compagnons des éléments indissociables. Ils ont le sentiment qu'en matière de sécurité, on leur en demande trop. Trop de règles, trop de contraintes, trop de changements de matériel et au bout du compte, une sécurité qui coûte trop cher par rapport à leur salaire. Rapidement, au cours de nos entretiens, ce sentiment de ras-le-bol s'est cristallisé autour des conditions de travail et notamment autour d'un objet aussi symbolique qu'inattendu, le casque. Déjà, essayer de travailler 8 heures avec un casque, ça se rend dingue. Ça, c'est déjà débile. Ça m'arrive que par moment, j'ai des maux de tête. J'ai souvent tous les soirs, quoi. Ça m'arrive pratiquement tous les soirs d'en avoir. Vous pensez que c'est lié au port du casque ou... Je pense. Hein. Moi, je pense que des fois, ça vient de ça, parce que des fois, il y a mes collègues qui m'en parlent, ils me disent je peux pas supporter ce casque parce que ça me donne mal au crâne. 2 minutes après, j'ai mal à la tête. Je me rappelle qu'on a fait le DEP là-bas, il y a tout le temps, c'est obligatoire.
J'étais voir le gars de la CETU, j'ai dit, hein. Et il dit quoi? Que je pouvais pas le mettre, hein, j'avais la tête. Hein. Moi j'ai la tête qui tourne quand je mets le casque. Alors ça c'est des coups à se casser la gueule ça. C'est pas adapté pour nous. Vous mettez le casque, vous faites ça, ça tombe. Donc si vous êtes obligé de mettre une jugulaire, c'est pire que d'être en prison. Quand il fait chaud, ça va pas, quand il pleut, ça va pas non plus. C'est vraiment mal fait. À partir de maintenant, les gars, je vous dis pas comme ils souffrent sur un casque. Ça, pour l'essayer, c'est pas difficile, il suffit de le prendre une journée puis de le mettre. Et le gars, le soir, il a tout compris, hein. Sans travailler, hein. Sans tous les coups qu'il va essayer de le récupérer, il peut y avoir risque d'accident parce qu'il va récupérer son casque. Et ça les casques, ils descendent. Hein. Ou bien vous mettez la jugulaire comme le casque lourd de l'armée. Alors ça, pendant qu'ils font des cocottes minutes comme ça, d'abord je leur ai dit, je ne mettrai pas de casque. Et si un jour on m'impose vraiment un casque à porter comme ça, eh ben je peux aller jusqu'à même quitter le bâtiment. C'est plus grave que ça. Si le casque est un objet de ressentiment pour de nombreux compagnons, c'est surtout à travers les conditions de travail qu'on leur impose que s'exprime leur indignation. Casques, vêtements de pluie, bottes, chaussures de sécurité sont autant de symboles autour desquels se cristallise leur colère vis-à-vis de ceux qui conçoivent les équipements de sécurité sans jamais vraiment les consulter. Les chaussures de sécurité, les casques et les tenues de pluie, alors là, c'est tout à revoir. Les fabricants, ils peuvent fermer les usines. Puis les bottes. Non, les bottes. Vous passez les bottes. Vous avez vu des bottes de travailleurs du bâtiment? Ils sont trop lourds, puis ils donnent trop de chaleur, quoi. Ils sont chauds là-dedans. Comme cette semaine-là, quand j'ai fini la dalle, moi, mon vieux, c'est bien, les doigts ils sont tout rouges. Hein. Le travail le plus pénible sur un chantier, c'est la pluie. On a fait une tenue de pluie, on a mis ça sur le dos d'un gars, d'un travailleur, mais étudiez jamais. C'est un truc où vous transpirez dessus, vous êtes tout trempe, qu'il n'y a aucune ventilation, qu'il n'y a rien du tout. Vous transpirez plus que, ils peuvent tous le dire, ils ne vont pas dire le contraire. Je dis que c'est un truc absolument aberrant de mettre. Je la mets jamais. Enfin, je suis plus à l'aise pour travailler. Ah bah oui, on est mouillé, je peux changer trois fois dans la journée. Mais... Ah oui, je préfère, on se change parfois dans la journée. Ah ouais, bah je préfère être mouillé, moi. Je préfère être mouillé que la tenue de pluie, je peux pas bosser avec. De toute façon, ça sert à rien. Si on met pas pareil. C'est mouillé. C'est mieux qu'on ne met pas. Les fabricants, un jour, ou les inspecteurs du travail, ces gens-là pensent que les gars du bâtiment, c'est quand même pas des bêtes à mettre des casques à pleine chaleur ou à plein froid, ou de mettre une tenue imperméable qu'on ait mal dedans en feu, ou de mettre une chaussure de sécurité qu'on ne peut pas enlever. Voilà. Alors il faut penser un jour que ces gars-là, c'est des travailleurs, et puis de penser un jour, de sortir quelque chose qui puisse être bien. Il vaudrait mieux demander déjà de l'avis de ceux qui vont utiliser avant de fabriquer et d'imposer. Ah oui, ça vient au même. Merci, parce qu'on fabrique, on impose. On ne demande pas l'avis à celui qui va apporter là-dessus. C'est-à-dire qu'on était bien avec le bâtiment, on est une race inférieure aux autres, alors les gens pensent pour nous. Et qu'aujourd'hui on fait porter un casque à un ouvrier du bâtiment, on le force, et bien je dis ici il y a quand même quelque chose qui est grave, parce que c'est autre chose encore. Hein. Oui, une atteinte à la liberté individuelle, avec les choses qu'on impose à nos salariés. Voilà, exactement. Atteinte à la liberté. Améliorer la sécurité, renforcer la prévention suppose un dialogue approfondi entre les opérateurs et les préventeurs. Mais pour que ce dialogue soit constructif, encore faut-il que tous les partenaires s'écoutent malgré leurs différences de point de vue et de langage. Voilà des pouces là qui est, à mon avis, super performant. Hein. Je dis bien super performant. Mais eux, ils prétendent que... Alors eux, ils veulent dire que dans cette lumière, le pouce, il peut y avoir un grand risque. Alors si vous avez pas une petite lumière ici, si vous avez, il faudra tout le temps être juste ici, il faudra tout le temps être juste dans le trou. Il faudra jouer avec l'autre pied. Et puis après vous le resserrez. Après on resserre, quand il est en place. Regardez ça, si ça va bien. Ça. On resserre comme ça. Qu'est-ce qu'ils vous préconisent? Ben eux, ils voudraient un truc qui n'a pas ce jour-là.
qui n'est pas dur du tout. On est juste un truc comme un été normal. Voilà ce qu'il faudra jouer avec le pied. Alors si votre truc là, si votre boulon est trop loin, alors il faudra mettre ça, et une misère. Alors je dis je ne suis pas d'accord, et je dis que ce n'est pas discuter avec le chef d'entreprise, avec les chefs de chantier, avec la crème ou les autres, l'inspection du travail, ça n'a pas été discuté. Parce qu'un bon monsieur arrive aujourd'hui, il dit non, on ne veut pas de ça. C'est la manière dont il est intervenu qui n'est pas bonne. Le fond n'est pas mauvais, mais c'est la manière. Quand il s'adresse à nous, on n'est pas des mangeurs d'hommes, on n'est pas des buveurs de sang, les PME. On est des hommes qui ont des rapports avec nos ouvriers. C'est la manière qui manque. Mais il nous a dit, soit vous mettez un étai tirant poussant par branche, ou vous mettez un stabilisateur. Bon, là-dessus, il n'a pas tort. Parce qu'il faut quand même que les tirants poussants vont bien, mais il faut aussi un stabilisateur quand tu les stockes. Alors c'est ce qu'on va faire au département. On va regarder le meilleur modèle, et puis on va en mettre un par branche. Mais au départ, comme me dit M. Bertois, il dit, ça vaut rien. Pourquoi que ça vaut rien? Il faut quand même demander pourquoi qu'on les met et comment ils vont. Dans l'ensemble de la sécurité, moi, de ce qui nous a été demandé, à 90%, je dis que c'est bien. Pour la sécurité, il n'y a rien d'emmerdant. Hein. Faut toujours en rajouter pour la sécurité, au contraire. Vous dites que la sécurité, elle ne peut pas être maximum, pourquoi? Elle peut être maximum, mais total, non. Il y a toujours, je vous dis, la petite faille qui, même le plus malin, la meilleure entreprise, elle se fera prendre. Peut-être nous aussi. À travers l'ensemble des témoignages que nous venons d'entendre, il est clair que la sécurité ne peut pas seulement se faire à coups de règles et de consignes contre la volonté de ceux qui travaillent quotidiennement sur le chantier. Mais il est tout aussi évident qu'en termes de représentation du risque, du danger ou de l'accident, un fossé énorme sépare les compagnons de tout observateur extérieur. Par conséquent, aucun progrès décisif en la matière ne se fera sans un effort de dialogue et de confrontation pour tenter de jeter un pont entre ces différences d'appréciation sur l'activité de travail, les risques encourus et les mesures de sécurité nécessaires. Dans le bâtiment, comme dans tous les métiers à risque, la sécurité ne sera sans doute jamais totale. Mais peut-être qu'en conjuguant davantage le mot prévention avec concertation et le mot sécurité avec dignité, on diminuera encore le nombre des accidents. Au boulot, un petit peu. Allez, allez. Au boulot, au boulot. 5 minutes, hein.